Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Ne pas atteindre ses rêves permet de les rendre éternels. Ne pas atteindre son objectif permet d'en rêver plus longtemps. Le 22 février dernier, à Cannes, Rabah Wali n'a pas réussi à casser la barre symbolique des 30 minutes sur 10 km, victime de l'incertitude du jour J. Mais plus le combat est dur, et plus belle sera la victoire. Rabah est un mec vrai, quelqu'un qui ne teinte pas son discours de fausse modestie, quelqu'un qui assume ses ambitions et qui n'a pas peur de l'échec. La veille de la course, nous avons parlé d'art, de la place de l'image dans le running actuel, de long métrage, de stages d'entraînement et d'athlètes en général. Rabah Wali, AVMA, bonne écoute. Bon, salut Rabah. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, ouais. J'ai vu que tu étais sur la photo de l'affiche, d'une vieille affiche de Cannes. Comment ça se fait? Tu vis dans le coin? Tu viens souvent ici? Pas du tout. Alors c'est marrant parce que la première fois que je suis venu à Cannes, c'était du coup pour cette course il y a 4 ans maintenant. Et premier 10 km. Et je me retrouve sur la ligne avec Joshua Cheptegei, donc champion olympique, recordman du monde, etc. Donc expérience de malade. Et du coup c'est là que j'avais établi mon record au premier 10 km de Cannes, quoi. Ouais. J'ai regardé, c'était en 2022, il avait tapé un 26,49 là. Ah ouais, je me rappelle. Non mais le truc le plus impressionnant, c'était que quand moi je suis parti, j'étais à côté de lui, et le mec il partait en ligne droite, quoi. Je me suis dit, mais attends, il va pas tenir 10 bornes comme ça. Ouais. Et puis je l'ai vu au demi-tour, il m'avait déjà mis pratiquement 1 kilomètre, le mec, et Ouais. c'est impressionnant, quoi. Parce que tu vis où toi? Bah moi je suis de Metz, j'ai grandi Ah oui. grandi à Metz, et depuis quelques années je suis en vadrouille à droite à gauche pour aller filmer, faire des photos et aussi faire du sport. Et t'es né à Metz? Je suis né à Metz, ouais. Ouais. Ok. Thionville plus précisément. D'accord. On m'a dit du bien de toi, on m'a dit tu verras, Rabah c'est un mec qui a beaucoup de valeur, c'est bien que tu l'aies, etc. Ouais, Ok, bah, je pensais pas que t'étais né à Metz, je pensais que t'étais né en Algérie ou quoi. Ah non, même pas. Je suis Non. beaucoup proche de mon pays, l'Algérie, parce que c'est le pays de mes parents et j'y retourne chaque année depuis que je suis petit. Mais non, j'ai grandi à Metz, dans la grisaille, on va dire. Et du Ouais. coup, je pense que finalement, quelque part, quand tu grandis un peu dans la grisaille, et tu te plais un peu partout, surtout quand tu viens à Cannes, quoi. Ouais. Donc, Et on va en reparler, mais tu vas souvent, tu es un super athlète, on va en parler, tu vas souvent en stage à droite, à gauche. Est-ce que tu vas en stage et t'en profites pour bosser, ou est-ce que tu vas pour le boulot et t'en profites pour t'entraîner? Ça marche comment? et justement, j'ai toujours été tiraillé par les deux, parce qu'en fait, finalement, c'est la course à pied qui m'a permis derrière de pouvoir faire des photos de course à pied. Et du coup, je partais souvent au début en stage. Ça a commencé comme ça d'ailleurs au Kenya en 2022, où en fait, je partais en stage avec le Tempo Run Club et en fait, je faisais du contenu. Donc, et moi, en échange, on me payait un peu le stage. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me rapprocher encore plus de la course à pied et encore plus de ce métier de vidéo et de photo Ouais. d'athlète, quoi. On va parler de ça, donc de course à pied, de ton métier photographe et tout, et d'art. Et j'ai vu que tu avais vécu aux États-Unis. Exactement. Pour planter un peu le décor, tu es un vrai demi-fondeur, toi, à la base. Là, tu fais un 10, mais tu as un record 1,50 sur 800, 3,46 sur 15. Tu as fait un mile à New York, j'ai vu en 2019. Ouais, exactement, ouais. Et 10 km, tu as un 30-43. J'imagine que demain, tu veux l'améliorer, quoi. C'est ça? Et ouais, demain, c'est l'objectif, c'est moins de 30 minutes. Ouais. C'est 20 km/h pendant 30 minutes. Et chose que j'ai encore jamais faite. Donc, c'est un peu l'inconnu, mais c'est un peu pour ça que je suis venu, quoi. Ouais, là, tu viens de Montegordo, c'est ça? Là, t'as fait Ah, même pas, non, je suis rentré à Metz. Je suis rentré à Metz. Non, mais t'as pas fait un gros stage là dernièrement? C'est pas Ah, si. Montegordo? J'ai fait un stage à Montegordo, je suis parti en perso, je me suis entraîné avec Azedi Nabs, Ouais. avec d'autres athlètes, donc beaucoup sur piste. Mais du coup, je maintiens toujours cette forme un peu sur le long qui me permet en fait finalement de découvrir un autre sport. Parce qu'en fait, la piste à un moment donné, mentalement ça t'use. Donc là, la course route, c'est vraiment, en tout cas pour un pistard, c'est la liberté, quoi. T'es en plein milieu de la ville avec des gens qui t'encouragent. Ça te met vraiment dans un décor différent, quoi.
Et Azedine, ça a l'air d'être un bon pote à toi. Ah bah Zedine, c'est un très bon pote, c'est même carrément pratiquement on peut dire mon grand frère limite, mais non, en fait je l'ai suivi sur toute sa prépa des jeux en 2024. Pour le boulot à la base? En fait pour le boulot, et puis après tu sais, toujours le boulot ça devient un peu le perso. Ouais. Et moi c'est ce que j'aime aussi, c'est quand tu construis des relations qui vont au-delà juste du pro, etc. Et du coup ça te permet encore plus toi de t'impliquer artistiquement, et aussi de chercher aussi la performance en s'entraînant avec eux, avec les athlètes, etc. Ouais. Ça a l'air d'être un bon gars, Azedine. Ah non, c'est un super mec. C'est un super mec, et franchement, je pense que ça lui ferait plaisir un jour de faire un podcast comme ça. Tu vois. Ouais. Et là, il a couru, t'as regardé à Liévin là? J'ai regardé. Il a En fait, fini dans le dur là. et malheureusement, c'est un peu les règles de l'athlé, c'est un peu le côté ingrat du sport en général, c'est que tu tentes. Tu vois, Ouais. comme moi demain, je pars sur moins de 30 minutes, advienne que pourra, quoi. Tu vas, et en fait, ce qui est ouf, c'est que tu sais jamais quelle partie de toi tu vas retrouver dans l'effort. Tu vois, est-ce que ça va être la difficulté, est-ce que ça va être le mec qui va se trouver des excuses, est-ce que ça va être non, j'y vais. Ouais. Et dans 95% des cas, que ce soit Asdin ou même moi, je pense, on se retrouve toujours avec le côté on a la rage et on va y aller. Mais des fois, quand c'est le physique qui prend le dessus, en fait, tu peux rien faire. Là, à la fin, il Tu avait pètes. plus rien dans les Ouais. chaussettes là. Ouais, c'est ça. T'as quel âge aujourd'hui toi? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans. Ouais. Ok. Et tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Donc, t'es parti aux États-Unis, t'es né à Metz. Carrément. En fait, moi, si tu veux, j'ai grandi à Thionville, à Famec, plus précisément à Famec, dans un quartier, on faisait un peu tous les jours la même chose. Et puis un jour, je me suis mis à courir, assez vite, on va dire. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quelque chose à faire là-dedans. Et puis, en fait, en le faisant assez longtemps, j'ai compris avec mon coach Bruno Hu, qui m'a suivi, qu'en fait, il y avait vraiment un potentiel à développer. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai fait beaucoup de 800 mètres, donc du lactique. C'est vraiment de la course de résistance lactique. Et puis après, j'ai eu une médaille au championnat de France Espoir en 2017. Ok. Et puis directement après ça, j'ai eu une opportunité d'aller aux États-Unis dans une école d'art à San Francisco, où du coup j'étais entre guillemets payé pour faire mes études, donc dans l'art. Et c'est là où en fait j'ai développé cette passion pour la vidéo, le storytelling, etc. Et en même temps être athlète, d'où le mile à New York ou les compétitions un peu partout dans le pays. Tu vois. Ah, t'y allais avec une bourse sportive? Exactement, voilà. Une D'accord. bourse, et j'étais en NCAA, qui est un niveau extrême. Par rapport en France, tu vois, la NCAA, c'est limite le niveau de l'athlète français, alors que c'est universitaire, mais c'est un peu leur système là-bas. Et du coup, là-bas, c'était l'Academy of Art, c'était une école d'art à San Francisco. Donc en plus, San Francisco, je sais pas si tu y es déjà allé ou pas, Non. mais du coup, c'est une ville c'est incroyable, c'est super artistique, c'est cosmopolite. Donc voilà. Et l'art, c'est quoi? Ça correspond c'est l'équivalent des beaux-arts en France? T'apprenais quoi? Ouais, en fait, c'était une école avec plusieurs cours que tu pouvais un peu choisir. C'est incroyable parce que tu pouvais à la fois faire du cinéma, à la fois du drone, à la fois juste du graphisme. Et puis en fait, progressivement, j'avais des profs, moi, qui m'inspiraient vraiment. J'avais des profs qui avaient bossé dans des gros films, genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, et qui m'apprenaient pas le côté technique, tu vois. Genre, j'avais jamais tenu une caméra avant de rentrer en France, mais par contre, ils m'apprenaient vraiment le côté storytelling. Ils nous donnaient des exercices simples à faire, tu vois, raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ouais. Donc c'est un peu ça qui a posé les bases. Et puis après, là-bas, je me suis surtout ouvert en fait à d'autres personnes, d'autres cultures, même des Français, de Grenoble, etc., que j'avais jamais un peu côtoyé. En fait, ça te bouscule un peu, et par cette ouverture-là, en fait, ça te permet d'en apprendre sur toi, sur les autres, et surtout en fait de voir qu'il n'y a pas juste où tu as grandi et tes potes d'enfance, il y a aussi tout un monde autour Ouais. qui vit, quoi. Et attends, tes vois. parents, quand tu leur dis je vais aux États-Unis faire de l'athlé et de l'art, ils t'ont pas pris pour un fou? Moi, mon père, il m'a juste dit j'espère que ça va pas me coûter trop cher. Ouais. Parce qu'il m'a dit, moi, je peux pas, tu sais, moi, mes parents, ils sont. Mon père est ouvrier, ma mère, elle travaille pas forcément, donc tu vois, quand tu leur annonces ça, ils se disent, attends, est-ce qu'on va pouvoir assurer le truc? Je leur ai dit, vous inquiétez pas, moi, j'y vais. Et puis, en fait, tu sais, quand tu pars un peu, pas d'en bas, parce que je peux pas dire que je suis parti d'en bas, mais quand tu pars un peu d'une base très simple, en fait, quand on te propose un truc qui t'impressionne, t'y vas et tu réfléchis pas, tu vois. Ouais. C'est un peu la force, tu vois. Et par contre, les Français, alors dis-moi si je me trompe, mais les Français qui font comme toi, qui vont aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu qui restent finalement. Ils reviennent un peu tous. En fait, le truc, c'est que les États-Unis, c'est très spécifique. Ça veut dire que c'est un pays à part, c'est une culture à part, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Et du coup, forcément, que ce soit au niveau social, culturel, t'es quand même bousculé. Et moi, à un moment donné, j'avais bien aimé San Francisco, mais forcément, la France te manque et t'as envie de rentrer, t'as envie de revoir les gens que t'aimes et t'as envie de vivre, en fait, tu vois. Et t'as pas eu de proposition de boulot là-bas? Proposition de boulot, si, j'avais eu des petites propositions, mais le problème, c'est qu'après, il te faut des visas, il faut rester, il faut t'engager. Et du coup, puis surtout, moi, en fait, j'étais revenu en plein Covid. Ouais. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu forcément rester.
D'accord. En fait, il y a eu Covid en 2020 et je suis rentré en 2020. Et t'y es resté 2 ans? 3 ans. 3 ans quand même. Ouais. 3 ans. Et au niveau athlé, t'as appris beaucoup? Athlé, j'ai appris beaucoup. Moi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est un truc qui est rarement fait, ça n'existe même pas en France. C'est qu'en 2018, sur ma première année là-bas, j'ai battu mon record au 800 et au 1500 en 2 heures. Ça veut dire que j'ai fait un 1500. Le coach, il vient, et c'est un coach très spirituel. Tu sais, les Américains, ils sont très spirituels et tout. Et il m'a dit, je sais que tu peux aller chercher un record maintenant sur 800. Je lui dis, mais il me disait ça, j'étais en train de vomir. Et du coup, Tu venais de faire le 1500? Je venais de faire le 1500, j'ai fait 3,49. Et j'étais en train de vomir. Il faisait 40 degrés à Sacramento, je me rappelle. Et il me dit, maintenant, il y a un 800 dans 1h30, fais-le. Et je lui dis, non, je le fais pas. Et il me dit, alors tu vas te faire une séance à côté, 4 x 400. Récup 1 minute à bloc. Je lui dis, non, je fais pas ça. Et du coup, on a trouvé un compromis, c'était de moi, je fais un 600 mètres sur le 800, et puis je m'arrête là. Tu vois. Sauf que il savait très bien qu'en fait, j'allais aller au bout, en fait. Et du coup, au bout de 600 mètres, je vois que le chrono est bon, j'avais pas la pression, je me suis dit, bon, et puis record sur 800, donc j'avais fait... Donc ouais, non, j'ai beaucoup appris, j'ai appris beaucoup sur mon corps, sur le mental, Puis encore une fois, en dehors du sport, c'est surtout le côté culturel et les rencontres que tu peux avoir, que ce soit avec tes profs, avec les collègues, avec le monde autour, c'est vraiment incroyable. Ok. Et après, donc, tu es revenu en France en 2020? Ouais, c'est ça, en gros. c'est ça. Et comment ça s'est passé justement en plein Covid et tout? Ça t'a aidé à te dire, je vais être freelance, de toute façon, il y a pas de... Non, justement, en fait, c'était très compliqué. Au début, je rentrais, déjà, j'avais pas le permis, pour info, j'ai pas le permis, donc je suis dans une région qui est assez enclavée. Et donc du coup, il fallait que je trouve vite un travail pour gagner un peu d'argent. J'ai bossé en service civique dans une école maternelle pendant 6 mois. Et c'était en plein Covid. Et du coup, après ça, j'ai eu un petit projet dans le Grand Est, par ma région d'athlée, qui m'ont proposé un petit film, tu vois, mais c'était des petits projets. Et en fait, après, j'ai dit à la maternelle, en fait, je vais partir parce que j'ai un projet. Et de là, en fait, tout est parti. Je me suis lancé, j'ai rencontré des gens dans le milieu toujours de l'athlé parce que c'est de là que je viens. Et puis, progressivement, c'est aller vers aller au Kenya. Et c'est là-bas aussi où j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont pu me faire travailler derrière. Et en fait, ça a toujours été un enchaînement un peu... T'as le souvenir d'un premier athlète qui t'a fait un peu confiance là, par la région ou d'un club? Moi, quand j'ai commencé, je sais que c'était le Tempo Run Club qui m'ont demandé les premières missions. Donc c'est là où j'ai vraiment développé le côté documentaire, reportage de terrain. Donc c'était en novembre 2021. Les premiers documentaires qu'ils faisaient, c'est toi qui les filmé? C'est ça, ouais, c'est ça. On avait fait les quais de Bordeaux et le Sommet de Boulogne, c'était pour le Sommet de Boulogne. Avec Iron d'ailleurs, etc. Et puis après, ils m'ont envoyé au Kenya, et c'est là-bas où, pareil, j'ai rencontré Dorian Louvet de Koh Lanta, avec qui aujourd'hui je bosse encore, et où j'ai rencontré beaucoup d'athlètes de très haut niveau en athlétisme, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que... Moi, je viens du VTT de descente, ou dans les sports un peu, tu sais, un peu VTT, skate, les sports urbains, l'image a toujours une forte présence. Est-ce que tu penses que l'arrivée de l'image dans le running, c'est un peu ce qui fait que ça l'a développé? En fait, c'est ça, c'est que moi je suis arrivé au bon moment où ça commençait à se développer, et du coup forcément je suis un peu, je vais pas dire un pionnier parce que c'est un grand mot, il y avait d'autres personnes qui faisaient ça avant moi, mais je veux dire, on est arrivé quand même à un moment où ça se développait bien sur les réseaux, et puis en fait, comme dans d'autres sports, en fait c'est très visuel, puis il y a toutes les histoires de sponsors autour, etc. Donc ça crée beaucoup d'engouement autour de la création de contenu, en tout cas sur le running, quoi. Ce côté visuel, je pense qu'il démocratise vachement. Tu sais, ça enlève ce côté très scientifique. C'est clair. En fait, c'est ça, c'est que le sport, c'est pas une valeur scientifique exacte, c'est pas une science exacte, comme on dit. C'est toi et comment est-ce que tu vas réussir à aménager tout ce qu'il y a autour pour arriver à une finalité qui est performance, créativité ou autre, quoi. Et comment tu le vis tout ça là? Moi j'ai des potes qui s'entraînent un peu à Paris, des fois qui disent que tout le monde se filme sur les pistes, c'est insupportable. Tu le vois comment toi, l'évolution? Moi après, honnêtement, moi je sais que je suis impliqué dedans, dans le sens où en fait, moi par exemple, je vais pas forcément apprécier filmer quelque chose qui est surfilmé, tu vois. Genre j'avais fait une année l'UTMB et je me suis retrouvé en mode putain, on était 15 cadreurs sur un point. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, tu prends des images, c'est même pas une histoire que d'exclusivité, mais juste une histoire de confort, quoi. Tu vois, tu veux raconter une histoire, tu veux pas être non plus embêté par 15 autres cadreurs, etc. Donc après, c'est toi qui fais le choix de soit tu restes dans ce milieu très, pas dire concurrentiel, parce que c'est pas le mot, mais où il y a beaucoup d'engouement autour, ou tu essaies de trouver d'autres histoires, des aventures à part, des courses off, etc., qui te permettent, du coup, de t'exprimer sans avoir ces contraintes un peu logistiques, on va dire. Tu vois. Ouais. Mais et comment tu vois ce côté un peu réseaux sociaux là quand même? C'est un peu trop?
Bah, je avec pense le que temps. je pense que ça peut vite. De toute façon, ça peut comme tout, ça va dans les excès, dans tous les cas. Forcément, il y a des moments où tu te dis putain, mais c'est un peu trop. En même temps, moi, je fais un peu partie de ce système-là, dans le sens où je fais du contenu sur ça, mais j'essaye aujourd'hui, je prends beaucoup de recul sur, ok, quelles histoires je veux raconter, quels athlètes je veux suivre, et forcément, les expériences te font rendre compte qu'en fait, tu préfères plus avoir un Azedine, voilà, parce que en fait, c'est humainement. T'es lié à la personne et du coup ça te convient et derrière en fait c'est la meilleure façon de raconter l'histoire de la personne. Ouais. Mais si tu le fais pour les caméras ou pour la fame ou pour se dire bah je suis partagé, on m'a identifié, on m'a pas identifié, tu vois, moi le crédit j'en ai jamais vraiment, c'est important d'avoir le crédit mais au-delà de ça c'est toi, est-ce que dans ce que tu crées, est-ce que tu es fier de ce que tu crées, est-ce que ça te parle, est-ce que ça parle aussi aux gens, tu vois. Ouais, parce que même une pub, vendre un truc de merde, ça peut être beau, tu vois, on se rappelle Ah tous bah oui, des pubs Nike avec Ah ouais, Ronaldinho, carrément, ouais. Thierry Henry, Ah ouais, on les carrément. regardait presque comme des films. ah bah ouais, bah là Donc, franchement, quand il y a ce ouais. côté esthétique, ça... Ah bah aujourd'hui tu vois même moi j'en parlais la dernière fois, c'est tu vois Airbnb à la télé, ils se font pas chier, hein, leur prod elle leur coûte peut-être 100 balles, ils te mettent des photos et ça marche, le storytelling est super et ça marche dans tout, tu vois, c'est arrivé, moi je sais que j'ai envie d'avoir ce côté un peu discret et à la fois en fait t'es obligé d'être présent sur les réseaux un peu parce que c'est du visuel, mais en même temps tu peux être discret et essayer de faire des choses un peu plus sobres ou un peu plus créatives, artistiques, Ouais. donc après c'est à toi de choisir un peu... Parce que tu dis que tu racontes des histoires, mais c'est quoi ton métier toi, au final? T'es vidéaste, tu Bah, filmes? Moi, aujourd'hui, je me considère comme réalisateur parce que déjà, là, j'ai réalisé 2 films dernièrement et en fait, c'est vraiment différent. Tu vois, on dit vidéaste, photographe, etc. Mais c'est vraiment spécifique, tu vois. Un vidéaste, ça va être un cadreur, admettons, tu vois. Un réalisateur, ça va être un mec qui va être capable d'assembler un film de A à Z avec tous les composants nécessaires, que ce soit la pré-production, la post-production. Donc aujourd'hui, je me considère plus comme réalisateur. Après, voilà, après c'est chacun un peu se définit comme... Et les 2 films que t'as fait, donc c'est celui de Dorian Louvet Ouais, c'est ça. et celui de Duncan. De Duncan Peria, ouais. Ouais. Donc c'était l'aventure au mois de juin, jour de marché, voilà. Ouais. Donc, Ouais, j'ai re-regardé l'affiche, elle est super belle, je sais pas qui a dessiné. Ah bah c'est drôle parce que tu vois, quand je te parlais de réalisation, c'est ça en fait, c'est sur ça que je voulais en revenir, je voulais me prouver l'année dernière, parce que je l'avais pas encore fait, que j'étais capable de faire un film, pas forcément tout seul, mais de comprendre un peu tous les composants de faire un film. Et du coup, mon premier film, c'était Duncan, c'était jour de marché, une aventure à travers la France qui était, voilà, c'était une expérience incroyable. Pour lui, c'était quand même dur, parce qu'il a quand même pas atteint l'objectif qu'il voulait atteindre, mais autant, enfin, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que, en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu vis. Et dans cette aventure-là, en fait, on a vraiment vécu des belles choses. Et derrière, sur le montage, eh ben, j'ai pu m'amuser, j'ai pu raconter une histoire qui était proche de la réalité, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est vraiment être sur le terrain et aller à l'inconnu et puis capturer des moments un peu volés, tout en respectant bien sûr les sujets. Parce que, comme on parlait des caméras, en fait, faut pas que ça devienne... faut pas que ça empiète sur l'athlète ou sur les gens, tu vois. Ouais. Faut garder ce côté un peu discret qui te permet, en fait, comme une mouche sur le mur, tu vois, de voir un peu, d'espionner un peu le milieu dans lequel tu évolues, quoi. Et Duncan, j'ai pas regardé, mais ouais, c'était un gros boulot comme ça alors. Ah bah C'était un Duncan, c'était un projet suicide pour tout le monde dans tous les cas. Moi je devais monter dans le camping-car des réels tous les soirs. Donc tu vois, j'ai développé des compétences que jamais j'aurais pu développer sur d'autres projets, tu vois. Ouais. C'était du montage extrême sur le terrain et puis derrière un montage de film pendant 2 mois et demi où du coup j'ai pu gérer un peu tous les aspects de la post-prod, notamment l'affiche pour en revenir à l'histoire. C'est en fait, ses parents sont fans d'un grand illustrateur français qui a créé les Rats, qui s'appelle Monsieur Z. Ah, mais Ouais. ok, qui vit à Toulon là. Qui vit exactement, voilà. Toutes les affiches, enfin pas celle-là, mais c'est. Et bah tu Monsieur Z vois, qui les c'est fait. un mec très connu dans le secteur. Ah oui, et en d'accord. fait, moi j'étais là en mode, vas-y on va le faire. Ouais. Et du coup je le contacte, il me répond pas. Et puis à un moment donné, j'envoie un grand mail où je lui explique que le projet, que nous on est vraiment attachés à son travail, etc. Et son agent me répond. Et donc après on s'appelle et en gros je lui dis écoute, on veut faire une affiche. Il me dit le prix, 5000 balles. Je lui dis ah putain, nous voilà, la prod, voilà, c'est pas une super prod. Et du coup j'ai trouvé un compromis avec lui, c'était qu'il me la faisait payer moins cher et que moi en échange, j'aille le rencontrer à un moment donné et qu'on fasse un petit projet, petit film, tu vois. Et du coup il a accepté et de là en fait on a créé une affiche, il a créé une affiche. Ah, mais j'avais pas vu que c'était lui qui l'avait fait. Ouais, il a créé une affiche vraiment avec un croquis vraiment propre, dessiné. On s'est appelé et quand je lui ai expliqué le projet, ça m'a impressionné. C'est là que je me suis dit, le mec, c'est un artiste. Il commence à me parler, mais il m'a envoûté, le mec. En 10 Ouais. minutes, il a capté le projet, l'énergie. Et... Maintenant que tu dis, ça m'étonne pas, c'est le style néo-vintage. C'est ça, lui c'est ça, ouais. ressemble bien. Ouais. Du Et- coup, c'est Monsieur Z. Et t'as fait le projet avec lui? Non, justement, le projet, c'est encore en attente. Je sais pas c'est quand, mais je Ok. sais que c'est un super projet parce que c'est un truc par rapport à des vitraux qu'il est en train de rénover. Et donc, il est impliqué, je sais pas dans quel
je sais pas ce qu'il fait dans ce projet, mais il m'a dit que ça allait être cool. Et tu sais, un mec comme ça, quand tu l'as au téléphone, tu te dis, ah ouais, l'artiste quoi. Ah, je regarderai ça, j'adore Ouais. cet artiste, moi. Mais Ok. du coup, ouais, bah, je te tiendrai au courant, mais on a un projet là, du coup, normalement c'est au mois de mai, dans le sud de la France, Ouais. donc vers où il habite, tu vois. Et avec Duncan, comme ça, quand tu fais des films comme ça, est-ce que le mieux, c'est pas justement quand il y a de l'émotion, un peu d'échec et tout? Ah C'est bah pas ça qui te si, fait un peu... si, c'est exactement ça. Et tu vois, moi j'ai été déçu pendant l'aventure et même après par les gens qui sont venus me voir en me disant putain, mais le projet c'était nimp, c'était sûr qu'il allait pas réussir. Je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, tu te dis mais attends, le mec est timbré et tout, c'est Duncan, tu vois, il faut le connaître. Mais moi je me reconnais à travers lui parce que je sais que ce mec, en fait, il fait ce que beaucoup de personnes n'oseraient pas faire, c'est-à-dire il va au feeling, il fait pas par rapport aux gens. Et moi, j'ai passé un mois avec lui, tu vois, et après on a fait 2 mois de montage, et en fait, comme tu dis, ce qui compte, c'est l'histoire, c'est ce qui s'est passé, et en fait, il y a plus d'émotions, parce que tu trouves des solutions, tu rencontres des gens qui t'aident, il y avait des gens sur le bord de la route, donc oui, il n'y a pas de record du monde, il n'y a pas son record, mais derrière, il y a toute une histoire et tous des souvenirs, qu'aujourd'hui, si on lui en parle, tu te diras, mais c'était une des plus belles expériences de ma vie, quoi. Ouais. Et ça, on voit beaucoup en ce moment de gars qui ont un peu d'influence sur les réseaux qui font des longs métrages comme ça. Ouais. Mais comment ils rentabilisent? C'est des projets rentables, ça? Bah, en fait, après, c'est encore une fois, je pense que c'est un peu à la mode là actuellement. Et pareil, Tout enfin, le monde sort ça, là, en ce moment. c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée un peu que tout le monde a, et en même temps, c'est un peu ce qui marche. C'est que, enfin, moi, je suis persuadé que passer un film devant des gens, ça a plus d'impact pour les réalisateurs, pour les athlètes, pour les gens, que juste sur les réseaux, tu vois, dans tous les cas. Moi, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est pour ça que je veux faire du cinéma et que je me considère comme réalisateur. Après, effectivement, c'est coûteux, faut trouver les sponsors qui te suivent, faut engager. Mais il faut pas non plus tomber dans la surproduction. Et en fait, il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire un film? Tu veux faire du contenu? Et en fait, il faut aussi accepter que des fois, tu peux pas faire les deux. Ouais. En fait, et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui avec les athlètes, les créateurs de contenu. C'est vraiment ce côté sur quoi on se concentre, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça le défi, quoi. Est-ce qu'après, Dorian Louvet, vous avez fait un gros travail, là? C'est un Ah ben, travail. dans Louvet, c'est pareil. C'était une prod avec RMC Sport et son agence. On était deux. J'étais avec Kevin Esnard, un très bon ami à moi, du coup, parce qu'on a réalisé le film ensemble. Et pareil, c'était une prod. On devait faire le montage en 3-4 semaines, tu vois. Ouais. On est parti 3-4 semaines en Normandie. On a charbonné. On dormait pas la nuit pour sortir le film mi-décembre sur 3 avant-premières. Avec du monde dans les avant-premières, donc tu sais que tu peux pas te louper, quoi, tu vois. Et là, et en plus, vous partiez 10 jours à New York, enfin sur tous les marathons, x7, quoi. Ah bah c'est ça. Partez Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Chicago, Berlin, New York. Faut les enchaîner, hein. Ouais. Sur le terrain, c'est fatigant, tu dois trouver des moyens. On n'était pas accrédité, donc tu dois trouver des moyens pour filmer, pour avoir des images. Et en fait, tu sais que tout ce que t'as pas, c'est des soucis que tu auras en post-prod derrière. Donc en fait, tu dois aller avoir les images. T'as Ouais. pas le choix. Ou tu dois trouver des stratagèmes, des subterfuges, tu vois, pour te retrouver à... Enfin, Vous avez plus aucune accréditation là, Bon. sur ces marathons? en fait, le problème, c'est que comme aujourd'hui ça se démocratise beaucoup, bah, les organisations de Major, qui est une organisation encore au-delà de ce qui va se passer demain, Ouais. en fait, ils sont obligés de limiter, quoi. Ils peuvent pas se retrouver à accepter sans accrède pour un youtubeur, pour un créateur de contenu, pour un élite, tu vois. Ouais. Donc à moins que tu t'appelles Cheptegei et que tu vises le record du monde, après c'est compliqué, hein. Ouais, RMC, ils n'arrivent pas à les avoir. Là. Bah, après, c'est RMC, en fait, c'est pas trop leur boulot. En fait, ils ont commandé le film Ouais. à l'agence de Dorian. Et en fait, derrière, c'est juste que eux, en fait, ils veulent juste le film fini, quoi, clé Ouais. en main. Et puis nous, après, c'est à nous de nous débrouiller. Et nous, ça nous va parce que nous, on avait aussi une certaine liberté qui nous permettait les mecs, ils nous ont dit, ok, on aime ce que vous faites. Et ça, c'est quand même une chance aussi dans un métier comme ça, qu'on te fasse confiance et qu'on te dise, ok, c'est votre sauce, faites ce que vous voulez. Bien sûr, on aura un retour à vous faire après, ce qui s'est passé, mais derrière, c'est constructif et ça nous amène tous vers la finalité qui est sortir quelque chose dont on est fier, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme dans ton métier, tu vois, c'est pareil. Et ça, tu sais, je les ai regardés, les vidéos d'Orient de chaque marathon, et on voit que vous avez l'air de vous régaler et Ouais. tout. Est-ce que c'est ça en vrai, ou est-ce que des fois vous vous dites putain, j'en ai marre de cette caméra? Ouais, Enfin, non, c'est une bonne question. Bah non, en vrai, moi je pense que il y a des moments forcément où, comme j'ai dit, la caméra ça peut empiéter, tu Ouais. vois. Moi je le dis tout honnêtement. Après, on faisait attention avec Kevin, on respectait vraiment notre espace, qu'on fasse du vlog ou du docu. L'avantage c'était que le vlog c'était vraiment un outil qui permettait à Dorian et sa communauté en fait d'être engagés. Et après le film c'était ce qui arrive à la fin, tu Ouais. vois. Donc moi au début c'est sûr que j'étais pas forcément pour, mais au fur et à mesure du projet je me suis rendu compte putain c'est une bonne idée. C'est Ouais. quand même une bonne idée parce que
pour les gens, c'est quand même cool qu'ils puissent voir comment en fait Dorian, comment est-ce que nous on prépare un marathon et comment on travaille autour, quoi. Et le vlog, il a l'air d'aimer ça, lui, Dorian, non? Bah, il aime ça parce qu'en vrai, le vlog, c'est une production qui te permet rapidement de sortir quelque chose qui parle aux gens, bien. tu vois. Un film, c'est quand même du boulot, tu vois. Ouais. Donc après, c'est encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Tu peux faire du vlog, tu peux faire du docu, mais il faut arriver à jongler entre les différents supports pour que toi aussi, tu arrives à pas te griller les cartouches et d'arriver cramé dans ta vie, tu vois. Et au début, quand il a annoncé ce projet, il y a eu pas mal de critiques écologiques et tout. Vous l'avez vécu comment ça, comme ça? Bah moi j'étais avec lui au Kenya, c'était un peu horrible parce que tu vois, autant lui ça le touchait un peu mais pas tant que ça, parce qu'il arrivait à se protéger et il savait pourquoi il le faisait. Il savait qu'en fait les gens ils se trompaient de cible et que lui son combat c'était juste de raconter des histoires à travers la course à pied. Par contre voilà, c'est sûr que ses proches et tout, ils le vivaient pas forcément bien, donc après c'est, encore une fois, c'est toujours délicat comme situation, tu vois. Ouais. Il t'en garde quel souvenir, là, tout ça, tous ces marathons là? Il y a un voyage que tu as préparé et que tu as préféré? Un voyage que j'ai préféré, en fait, moi ce que j'aimais bien, en plus du travail qu'on faisait sur place et de la proximité avec la complicité avec Dorian et Kevin, et même les gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure du projet, que ce soit Joggeuse, Clem qui court, Zach Nani, etc. En fait, c'est vraiment tout ce qui est à côté, tu vois. Ça veut dire que moi j'étais à Boston, mais je faisais pas que du Dorian, je sortais, j'allais voir des gens, je rencontrais des gens, je faisais des soirées, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut réussir à trouver du plaisir un peu partout, tu vois. C'est pas juste, tu vois, là je viens courir à Cannes, demain je viens faire moins de 30 minutes et c'est tout. Non, c'est demain si je fais moins de 30 minutes, tant mieux, je suis content. Et sinon, je suis à Cannes, il y a du soleil, je vais profiter, je vais voir les potes. Et puis en fait, je trouve ça pas respecter le sport et le running, que de juste venir et de chercher un chrono, tu vois. Ouais, de le réduire à un chrono. De le réduire juste à un chrono, tu vois. Même si, je te mens pas que là, j'ai quand même envie de faire au moins 30 minutes et que ça me ferait chier de péter demain, tu vois. Mais bon, après, c'est la règle, quoi. Et il y a un des 7 marathons qui t'a donné envie? Ouais. Alors moi, c'est Chicago. Ouais. Bizarrement, parce que je m'attendais pas du tout à ça comme ville. Tu sais, c'est une ville très souterraine avec des tunnels, avec vraiment des belles perspectives, tu vois. Moi qui aime un peu la photo, tu vois, c'est quand même une très belle ville. Je pense que ça me donne vraiment envie. Chicago, tu vois, si un jour je fais un marathon. Ouais, ah ouais. Ouais, Chicago, c'est cool. New York, Londres, c'est quand même, il y a beaucoup de monde. C'est des beaux marathons, mais il y a beaucoup de monde. Tokyo, on a beaucoup aimé la culture. Le marathon, il y avait pas mal d'ambiance aussi, c'est cool. Mais c'est vrai que Chicago, c'était intéressant, ouais. Et Berlin, t'as aimé? Bon, on s'était vu à la fin de Berlin, là, ça m'avait fait envie, moi, Berlin. Ouais, Après, Berlin, c'est cool. Beau, Berlin, c'est cool, il faisait chaud pour les marathoniens en tout cas. Ouais. Mais Berlin, c'est une belle ville aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après, nous, à Berlin, on a des petites histoires où il nous arrivait que des merdes en mode à droite à gauche. Mais du coup, c'est marrant. Ouais. C'est des petits trucs, quoi. Kevin, je lui ai demandé quand même à raconter une petite anecdote à New York, là. Il paraît que vous étiez dans un resto, qu'un mec sort un flingue et tout. Ah oui, putain, à New York, il y en a eu. Putain, je vais te raconter rapide, mais on était à New York, on mangeait avec ses enfants et sa femme. Et, à Dorian ou à Kevin? À Kevin. Et en fait, il y a un moment donné, on entend des bruits. Et on se dit, mais c'est quoi le délire? Et là, en fait, on descend et on voit un mec qui commence à tenir une table, à la jeter contre les fenêtres. Et il y a une dame qui vient et qui nous dit, il y a un flingue. Il y a un flingue. Et là, il y a Kevin qui vient et qui me regarde avec son gosse qui tenait. Et il me dit, vas-y, tiens, prends-le, sors par l'issue de secours. Je suis sorti par l'issue de secours. Il allait récupérer encore sa femme et ses autres enfants. Et du coup, je me suis retrouvé à attendre à l'issue de secours dehors, à me dire, putain, l'enfer du truc, on est en train de vivre ça et tout. Pour au final, après, il vient me rechercher, il me dit, c'est bon, il est sorti et tout. Et ils l'ont sorti. Les États-Unis, quoi, tu vois, les States. Tu vois pourquoi je te disais que les États-Unis, ça m'allait pas, parce qu'il y a toujours des histoires comme ça, tu vois. Moi, quand j'étais à San Francisco, tu vois, c'est cool, hein, mais tu te retrouves toujours dans des situations un peu où tu maîtrises moins les choses, quoi. Du coup, ça te fait flipper. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, si tu l'as évoqué un peu, les droits d'auteur, tu peux en parler quand même? Parce que moi, j'essaie de faire attention, tu vois, dès que j'exploite une photo, tu dis que tu t'en fous un peu, mais... Non, après, quand je dis que je m'en fous, c'était surtout dans le sens où je le faisais pas pour qu'on dise que c'est moi qui l'avais fait, tu vois. Oui. J'ai toujours gardé ce truc de je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et tu vois, des fois, je faisais des trucs gratuits et ça m'allait, tu vois. Ouais. Je le faisais pas pour la thune. Parce que je me suis dit que l'histoire, j'avais envie de la raconter. Mais je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est important dans chaque métier de pouvoir donner aux gens et de pouvoir faire confiance à ton instinct, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais une de tes photos, elle peut être trouvée belle par une marque qui l'utilise sans te demander. C'est pénible, quoi. Ah bah ça peut arriver. Pour le coup, quand ça devient pro et que du coup, c'est des pros qui font usage de ça tout en connaissant les règles. Pour faire de l'argent dessus, ouais. En plus, pour faire de l'argent dessus ou même juste pour l'utiliser alors qu'ils ont tout un service juridique. Là, pour le coup, moi, je me plains, tu vois. Ouais. Mais quand je dis, tu vois, admettons, j'ai mon pote Asdin qui met une photo de moi et qui met pas mon crédit,
c'est pas grave, tu vois. Oui, ok, Mais après, faut toujours respecter, c'est important. Il y avait Romain Bourven, un grand photographe là, qui ouais, avait le TMB là, qui a ouais, rigolé un peu. qui a poussé un coup de gueule, et moi je le connais assez bien et je le suis complètement dans ses propos. C'est vrai que c'est un milieu qui commence maintenant à être de plus en plus exploité, et en fait il y a des soucis qui se créent forcément dès qu'il y a de l'engouement dans un truc, il y a des soucis. Mais après, il faut rester focus sur toi, ce que tu veux faire, et essayer d'être le moins, de dépenser le moins d'énergie possible sur des trucs négatifs, tu vois. Mais tu peux rappeler un peu, si tu connais, comment ça fonctionne les droits d'auteur là. Si Bah. tu prends des photos sur un événement, elles appartiennent à qui les photos? Bah après, elles t'appartiennent toujours, les photos. Dès que tu prends tes photos, elles t'appartiennent. À moins que tu aies un contrat signé avec une agence où tu cèdes tous tes droits, ce qui serait une connerie, parce que du coup, à moins que tu aies vraiment un bon budget et que tu sois carré sur tout ça, mais les droits d'auteur, c'est respecter en fait tout simplement le travail d'autrui, tu vois. Mais même l'athlète que tu prends en photo, ça lui appartient pas, il a pas le droit de l'utiliser, théoriquement. Bah, c'est toi. Vu qu'en fait, encore une fois, dans le milieu running, c'est un peu, je vais pas dire un milieu pauvre, mais tu vois, par rapport au foot ou à d'autres milieux, ou à la mode, au stylisme, où c'est beaucoup plus cadré, et ben tu as beaucoup plus de relâchement, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas faire un contrat avec un tel ou un tel. Oui. Tu prends des photos, tu sais que lui il te le rend en retour, et ça marche un peu comme ça, tu vois. Ouais. On te paye, et puis c'est cool, et puis voilà. Mais après, oui, après, en tout cas, quand tu passes sur le cinéma, et là on l'a vu avec Kevin, on s'est protégé, on a mis en place tout un contrat sur des droits d'auteur, parce que si le film est exploité autrement que ce pourquoi il a été prévu, et ben en fait forcément on doit toucher des droits de la SACD, c'est un peu la SACEM du cinéma, et donc du coup qui te rend en fait l'argent que tu mérites, quoi. Ouais. Donc, Parce que si par exemple une chaîne en passe des extraits à la télé, vous pouvez toucher les droits d'auteur dessus. ouais, c'est ça. En gros, si une chaîne repasse ton film ou l'exploite autrement, en fait tu peux demander des droits d'auteur, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu réfléchis un peu art quand tu cours et tout, tu te dis Ouais. je devrais prendre cette photo, des trucs. Ouais, T'as en des fait, c'est marrant ce que tu poses comme question, parce que moi, c'était un combat de tous les jours, il y a quelques années, d'arrêter de penser à ça au quotidien, tu vois. Tu sais, comme on a la chance de pouvoir faire un travail qui concerne un de nos sens, tu vois, genre la vue, et ben forcément, t'es toujours putain, c'est une belle vue, c'est une belle vue. Mais Ouais. en fait, il faut accepter que t'as pas ta caméra, c'est pas enregistré, profite, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème que beaucoup de gens peuvent rencontrer, c'est toujours exploiter le réel, exploiter ce qui se passe. Alors qu'en vrai, juste kiffe, tu vois, cours, kiffe, regarde le paysage. Des fois, tu prends pas ton téléphone, pas de story, enfin, tu vois, faut faire appel à c'est comme un pouvoir magique, tu vois. C'est genre, Ouais. tu fais appel à ce pouvoir quand vraiment tu le sens, tu vois. Ouais. C'est un Mais peu... c'est la déformation professionnelle. Moi qui suis kiné, si je vois un mec un peu boité en courant, tu vois, je vais réfléchir à ce qu'il a, tu vois. Alors que toi, c'est sur l'image. Bah, tu vois, bah, c'est ça. Toi, je savais Ouais. même pas que t'étais kiné. Bah, tu vois, c'est intéressant. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est ça. Hein, faut réussir à se détacher un peu de ce que tu fais tout en étant attaché. C'est dur, hein, Ouais. mais c'est un truc qui... Tout vient ensemble, il faut que tu arrives à Mais cumuler. quand tu cours, tu réfléchis comme ça ou tu arrives à être focalisé dans ta course? Bah, quand je cours, tu veux dire quand je vois le paysage? Non, quand tu fais un effort. Tu vois, moi, quand je fais une séance et quand je sais que je commence à réfléchir, je regarde la montre, c'est que je ralentis, tu vois, c'est que je suis plus dedans. Ok. Toi, ça te le fait pas, D'accord. ça, si Ouais, tu ouais. commences à penser à Si. des photos. Mais justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, moi, ce qui me fait peur, à la fois ce qui m'attire dans la course à pied et dans peut-être autre chose, c'est le fait de pas savoir qui tu vas avoir, quelle personnalité tu vas avoir en face de toi, tu vois. Ouais. Est-ce que ça va être la personne qui va se concentrer sur les détails? Est-ce que ça va être juste le focus chrono? Et c'est vrai que moi, quand je fais un truc, maintenant, j'essaie de me focus sur ok, là, je cours, les soucis au travail, les soucis à la maison, les soucis. En fait, tu penses plus et juste tu fonces, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu le. Comment tu l'as préparé, là, ce 10, là, pour faire moins de... Et ben ce En 10, je l'ai préparé. Tu sais, moi, j'avais fait ma dernière vraie saison d'athlète, c'était en 2022. Après ça, j'avais fait beaucoup de missions, j'ai fait le Kilimandjaro pour une association, etc. Et du coup, quand j'étais redescendu de ce Kilimandjaro-là, j'avais carrément arrêté l'athlète, je sais pas, ça m'avait dégoûté. Mentalement, je suis entré dans une phase assez down. Et du coup, depuis, je me suis dit, putain, maintenant, je veux kiffer, tu vois. Si je recours, c'est pour kiffer et c'est pour vraiment savoir pourquoi je le fais, prendre du plaisir, tout en cumulant un côté avec mon travail de réalisation, tu vois. Et ce 10-là, en fait, pour moi, c'est un peu le retour d'après 2022, où en fait, je me dis, je retrouve mon corps, je retrouve mes sensations, et j'ai envie de performer. Et du coup, j'ai fait quelques séances, j'ai fait un 10 km à Nice il y a un mois et demi, j'ai fait un 3000 mètres en salle, j'ai fait un cross la semaine dernière dans la boue, tu vois. Et demain, en fait, les cartes sont rejetées, quoi. Et tu t'y remis quand, sérieusement? Faut combien de temps pour se remettre en forme? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment arrêté. Ouais. J'ai toujours gardé le contact parce que moi, le running, ça a toujours été pour moi mon exutoire, tu vois. Genre, peu importe à quel niveau,
je l'ai gardé dans ma vie quotidienne. Donc après, c'est quand est-ce que tu vas activer le côté, tu vois, performance, je sais pas toi comment tu fais, mais je pense que tu fais aussi des grosses séances pour préparer un semi ou un marathon. Mais en fait, tu dois toujours garder en tête le truc de est-ce que je veux faire de la perf, est-ce que je veux faire du plaisir et savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Ouais. Pour pas te retrouver sur la ligne de départ en mode putain, en fait, je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois. Mais donc là, tu te l'es fixé quand là, cet été, tu t'es dit, allez, je me fais une saison. En fait, moi, ça fait 2 ans que je répète à qui veut bien l'entendre que j'aimerais bien faire moins de 30 au 10. Parce que c'est une barrière, tu vois. Et du coup, j'en ai un peu marre de parler et je me dis, bon, là je vais quand même je vais quand même passer à l'acte, tu vois. Et du coup, j'ai fait Nice en janvier en mode je reviens un peu de nulle part parce que j'avais fait une grosse fin d'année avec les films, les montages. T'as fait quoi, 30-40, je crois? J'ai fait 30-43, ouais. Et du coup, je me dis, ok, il y a quelque chose à faire. Et de là, j'ai pris le départ de 5 ou 6 courses en tout là depuis janvier. Et donc là, c'est un peu Là, faut enlever 5 secondes au kill quand même. Hein. Ouais, faut enlever 5 secondes au kill. Mais Nice, je suis vraiment arrivé au talent, tu vois. Ah ouais? Genre, pratiquement, j'ai dû faire une séance, j'ai dû faire 7 fois 1000 et puis c'est tout, tu vois. Okay. Là, je me dis, j'ai quand même. Tu sais, le flux nerveux de remettre un dossard, ça te permet d'arriver dans les compètes d'après en mode plus relâché et en mode. Demain, en fait, je sais que. En fait, quand je vais arriver au kilomètre 5, mon corps se rappellera des sensations, tu vois. Ouais. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais arriver au kilomètre 5 et je vais péter, hein, mais c'est un peu le. Et moi, j'ai fait le 5 l'an dernier ici, il est un peu sous-coté cette course, alors que le parcours, il est vraiment bien. Le parcours est bien, ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de densité, enfin moins que sur des courses qu'on fait en Auvergne. Ouais, en vrai, c'est vrai que Nice, aujourd'hui, c'est vraiment la course. Ouais, aussi. C'est la course, la densité, elle est là. Après, Cannes, moi, je l'ai fait, comme je t'ai dit, il y a 4 ans. Le parcours a changé depuis, mais ça reste quand même, je pense, un parcours assez plat et rapide. Ouais, quoi. C'est hyper plat, ouais. Donc voilà, c'est pas... Et tu connais des mecs qui seront dans tes allures, là? Tu cours tout seul? Tu fais comment? Alors, c'est marrant parce que je sais pas du tout qui va courir demain. Autant l'année dernière, autant il y a 4 ans, il y avait Cheptegei, donc je savais que j'allais pas gagner. Ouais. Non, mais de toute façon, j'étais quand même loin de la gagne il y a 4 ans. Mais demain, je sais pas. Mais aujourd'hui, avec la densité, il y aura forcément des mecs en moins de 30 minutes, peut-être même en moins de 29. Ouais, non, il y en aura, mais si vous êtes à 50 mètres l'un de l'autre, ça fait, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Demain, de toute façon, ça part 3 au kill. Et puis, c'est une partition de musique, hein, ça fait... Ouais, t'as fait un gros 3000 en piste, là, c'était à Metz, d'ailleurs, non? Ouais, c'était chez moi, à Tlélor, ouais, pareil, je me suis dit, j'y vais. Et je me dis, franchement, faire un 3000 mètres en salle, mentalement, c'est costaud, hein, parce que autant un 10, tu vois, comme j'ai dit, t'es dehors, tu vois des gens, c'est humain, mais un 3000 mètres en salle, t'as la gorge là, comme ça, qui est prise d'entrée. Ouais, si t'as pas 15 tours, de faire la salle, ouais. T'as 15 tours à faire et là, tu te dis, putain. Et ça a l'air d'être un beau meeting, par contre, Metz. Ah par contre, le meeting de Metz à Tlélor, c'est... de toute façon, avec les 20, je pense que c'est les 2 plus gros meetings en France. Ouais. Là, il y a eu un gros record de France sur 3000 de Yann Schrub à Metz. Il y a eu Boll qui a fait sa rentrée sur 800. Putain, tu suis bien l'athlé, hein? Ah ouais, je sais. Ouais. T'es pas athlète, t'as pas fait de l'athlé de base, toi? Ah non, à la base, je n'ai pas fait d'athlé, pas le jeune, Ok, ouais. Et tu m'as coupé, et les crosses un peu, t'en fais quand même? Les crosses, là, j'ai fait un cross la semaine dernière, ça s'est mal passé. En fait, je suis arrivé en mode, vas-y, j'ai le foncier. Mais en fait, le cross, c'est pas que du foncier, c'est travail de pied, il faut faire des spé cross. Et comme il y avait de la boue, moi j'aime pas la boue, là j'ai perdu une chaussure et j'ai fini sur un pied, quoi. Ouais. Donc, non, mais après, il faut en faire du cross. Je pense qu'il faut faire un peu de tout. Moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est pas juste rester bloqué sur le 800 mètres à une 50, tu vois. Même si j'aimerais bien refaire moins d'une 50. Mais tu vas refaire un peu du demi-fond pur comme ça? Ouais, en été, là, j'aimerais bien réattaquer mon record de 800, là, une 50. Quand je vois une 50, là, moi, ça me stresse. Je me dis... c'est une barrière à casser. J'ai croisé Pierre-Ambroise Boss en soirée, je discute avec lui. Et il me dit ouais, c'est quoi ton record et tout? Je lui dis une 50. Donc il part, je le recroise plus tard dans la soirée. Il me dit mec, ça me hante. Il me dit ça me hante ton une 50, faut que tu recours. Je lui dis mec arrête, là moi j'y pense qu'à ça, tu sais. Et tu l'as fait en quelle année le 50? J'ai fait en 2022. Ah ouais, donc il y a déjà les pointes qui allaient vite déjà. C'est marrant parce que je l'ai fait sans les pointes qui allaient vite. Ah ouais? Mais j'avais une espèce de morale à l'époque, maintenant ça a évolué, hein, mais ça venait de sortir. Et comme j'avais pas battu mon record depuis 3 ans, je me suis dit je veux pas le faire avec les nouvelles pointes. Tu voulais le faire avec... Mais du coup, ironie du sort, c'est que je bats mon record quand même, de 1 seconde, mais je fais une 50-16. Et j'aurais peut-être pu faire moins d'une 50 avec les pointes, mais bon, je le ferai cet été, quoi. Ouais. Et des marathons un peu, ça te tente pas? Pour l'instant, pas forcément. Je vais faire le semi de Paris là dans 2 semaines, parce que j'aimerais bien tester un peu la distance, mais entre un semi et un marathon, t'as une trop grosse diff. Ouais. Entre un 10 et un semi,
tu vois, tu peux dire que c'est une sortie longue le semi, tu vois. Et comment ça se passe là? J'imagine que tu te dis je vais faire 29-50 par exemple demain et je sais pas, une 4 au semi ou une 5. Une 4, je le ferai pas d'entrée comme ça, c'est trop risqué. Et si demain tu fais 30-30, tu te rajoutes une minute au semi, tu vas faire comment? Bah, déjà moi j'ai une vision, elle est peut-être erronée de tout ça, hein. Moi je prends beaucoup de recul en mode je sais que je peux faire moins de 30, ça c'est sûr, c'est une certitude que je peux le faire. Est-ce que je vais le faire, je sais pas. Après le semi, moi je l'aborde plus en mode j'y vais, je passe en 32 ou 10, tu vois. Je sais que c'est une allure que je maîtrise. Je pourrais passer en 31, 30, mais ça peut se transformer en mission suicide et être dégoûté du semi, tu vois. Ouais. Donc non, mais après je dis ça, après dans tous les cas je vais... en fait là j'ai une opportunité avec Oka, là, avec qui j'ai fait jour de marché. En fait on a un petit partenariat là sur les prochaines courses, et du coup je vais faire le semi avec les couleurs de Oka. Ouais. Et même demain avec les couleurs de Oka déjà. Ah ouais, ok. Et toi qui bosses dans l'athlé, comme tu dis, c'est ta passion et ton métier, est-ce que des fois t'en as pas marre justement, t'as pas envie de couper, tu vas d'aller faire du curling ou je sais pas, t'as pas envie non? Si, bah justement en fait moi là, après là, toutes ces missions montage, je me suis dit là en 2026 j'ai envie de faire des nouvelles choses, du coup là j'apprends le solfège, tu vois, ça n'a rien à voir, hein. Mais le fait d'apprendre une nouvelle chose et d'être stimulé par autre chose, bah, ça te permet comme de faire un semi ou de changer de distance, bah, de voir autre chose et d'aller chercher que ce soit de l'émotion ou du partage. Attends, mais j'ai vu des vidéos de toi, tu joues du piano, t'as jamais fait de solfège? En fait je sais faire un peu de piano parce que j'avais appris à l'oreille, etc. et à la mémoire, mais du coup ça me trottait aussi de me dire j'ai envie de faire du solfège parce que j'ai envie d'apprendre la musique, parce que j'adore l'électro, j'adore The Blaze, je sais pas si ça te parle, mais c'est de la musique un peu électro française qui est vraiment cool. Et du coup, je me dis là, j'ai envie d'apprendre un peu à comprendre la musique. Quels sont les composants de la musique, comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, le solfège, c'était la meilleure façon d'apprendre. Et au final, ça fait 2 mois que j'en fais. Et c'est pas si compliqué, tu vois. Quand on dit t'apprends vite quand t'es jeune, c'est vrai. Mais quand t'es plus âgé, t'as le recul et t'as la combativité et surtout la clarté, tu vois. Ouais, et t'arrives à y mettre du sens, tu vois. Moi, du solfège, ma mère, Miami, j'étais jeune, je m'en foutais. Exactement. Tu mets du sens, tu dis, ok, là, je sais pourquoi j'aime ça. Toucher des notes, reconnaître des notes, ça me parle. Voilà. Que quand t'es jeune, tu le fais machinalement, tu vois. Ouais, tu sauras pas quoi en faire. Ouais. Donc, c'est un peu le... Ouais. Ton avis un peu sur le Kenya, tu y allais souvent? Ouais. Tu regardes quoi? Bah, le Kenya, moi, c'est l'Eldorado. Hein. C'est l'Eldorado du coureur. C'est vraiment... T'y vas, encore, c'est pareil, tu rencontres des gens, t'apprends des nouvelles choses sur leur culture, tu vois des mecs qui te mettent minable alors qu'ils ont 14 ans. C'est-à-dire, ça te remet quand même dans une optique de ok, la course à pied, comme tout dans la vie, en fait, t'as plusieurs niveaux, t'as le plus fort, le moins fort, toi t'es là, et en fait, faut toujours respecter, tu vois. Et c'est ça en fait que j'aime, c'est comme là, demain à Cannes, tu peux te mettre sur la ligne de départ avec les champions olympiques. Au foot, tu pourras pas faire une passe à Kylian Mbappé, tu vois. Ouais, c'est ce qu'ils vont, Rémi. Donc c'est un peu le côté... c'est un peu ça. Après le Kenya, ouais, c'est ça, c'est la rencontre entre le milieu amateur, le milieu pro, puis en même temps les paysages, tu vois, tu kiffes quoi. Et est-ce que le tourisme sportif commence aussi à prendre un peu trop d'ampleur ou pas? Bah, est-ce que ça prend trop d'ampleur? Je pense qu'encore une fois, c'est à hauteur de l'engouement que ça a pris, tu vois, c'est juste qu'en fait, les gens ils comprennent, et moi je suis content de ça, que la course à pied c'est vraiment un beau sport. Tu vois, c'est quand même un sport où tu as quand même besoin de peu de choses, même si aujourd'hui on te vend toujours à droite à gauche des choses. T'as quand même besoin que de tes jambes et de ta tête pour courir, tu vois. Et en fait, c'est un peu normal que ça prenne de l'ampleur, tu vois. C'est un peu normal et limite tant mieux. Après, encore une fois, comme tout, faut pas tomber dans l'excès, il faut pas que ça devienne, tu vois, un endroit où les gens y mettent leur frustration et que ça devienne une compétition entre les gens, tu vois, à tous les niveaux. Ouais. Qui est-ce qui t'entraîne toi aujourd'hui? Bah moi, c'est Bruno Hu, mon entraîneur. Ah oui, toujours, ok. Ouais, c'est un entraîneur, il avait entraîné à l'époque Bob Tari. Donc c'est un entraîneur passionné là, qui est d'ailleurs aujourd'hui au championnat de France avec une potentielle championne de France sur 400. Donc qui va courir les séries là et qui va courir la finale demain. Et du coup je garde toujours un lien avec lui. C'est pas forcément lui qui me fait tous les programmes, parce que maintenant avec l'expérience je sais ce qu'il faut pour faire des courses. Et surtout avec mes déplacements, tu te greffes au groupe. Exactement, en fait moi je veux pas lui imposer mon rythme de vie, tu vois. Et surtout moi je veux pas non plus m'imposer un planning spécifique. Je sais que je dois faire une muscu, je sais que je dois faire une VMA, je sais que je dois faire une sortie longue. Et limite, je vais me garder cette surprise de « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Mais tu vois, mercredi, j'étais sur la piste et je lui ai dit « Coach, vas-y, mets-moi une séance. » Tu vois. Ouais. Il m'a mis une séance et puis... Et est-ce que tu prends plaisir, si par exemple tu bosses avec Asdin,
à faire, je sais pas, lui il fait des 1000 mètres, toi tu fais un 500, comment tu fais là? De toute façon, t'es obligé. Hein. Ouais. C'est exactement ce qu'on a fait au Portugal. Et il y a une séance que je m'en souviendrai toujours. Il avait fait 16 x 400. En 15 x 400, il l'a fait en 58 secondes. Donc c'est quand même costaud. Et moi, je me rappelle, je faisais des séries de 2, carrément. Lui, il a fait des séries de 5. Ouais. Et moi, je faisais des séries de 2. Ok, attends, ouais. Donc j'ai fait 4 séries de 2. Mais j'ai fait les 2 premiers. Je me suis dit, ah ouais, il est chaud. Non, mais là, c'est un autre niveau. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça, après, encore une fois, il faut savoir pourquoi tu le fais. Moi, aujourd'hui, je sais que l'athlé, c'est un plaisir. Je veux toujours garder ça parce que c'est mon ADN. Et en fait, après, c'est toi qui crée ta recette. Tu vois, est-ce que tu veux faire une partie avec Asdin et puis après faire du running à côté, faire du contenu. Enfin, tu vois, c'est vraiment plein d'ingrédients que tu peux mettre ensemble pour, en fait, toi, être la meilleure version que tu veux être sur une ligne de départ ou derrière la caméra, tu vois. Ouais. Il y a un truc que j'aime bien parce que tu annonces le chrono demain, j'aime bien, c'est bien. Je l'annonce, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire c'est pas bien d'annoncer ou attends de faire et tout. Je comprends hein, parce qu'en fait on est tous fait différemment, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est bien. On est tous fait différemment, mais moi j'ai toujours été au clair avec ça, c'est que tu pars sur une course, en fait j'ai pas envie de me mentir à moi-même, tu vois, Ouais. avant la course. Je sais que je veux faire moins 30 minutes. Puis j'ai rien à prouver à personne. Demain, Ouais, je pars dessus. C'est pas grave non plus. je pars dessus, si je suis dans un mauvais jour, je suis dans un mauvais jour. Je serais deg si c'est que je flanche mentalement, tu vois. Mais de toute façon, on n'est pas à l'abri. Et c'est ça, encore une fois, que j'aime dans la course à pied et que j'aime aussi à travers les projets que je fais, que ce soit avec Dorian ou avec Duncan ou quoi, c'est qu'en fait, tu y vas et tu vois en fait ce qui se passe, quoi. Et toi qui côtoies des pros et tout, est-ce que tu t'inspires des trucs sur du bicarb, des mimiques, des trucs, t'as gardé des choses comme ça? En fait, ouais, tu t'inspires forcément parce que tu vois, voilà, un Asdin qui va faire ci, tu dis ok, moi je peux pas m'entraîner comme lui s'entraîne, ça je le sais. Lui, il fait du loisir, j'aime bien aussi parce qu'il a une approche plus cool et ça lui empêche pas de faire tel perf. Et en fait, ouais, tu peux t'inspirer. Après, le bicarb, c'est un truc bien spécifique, tu vois. Là, c'est de l'alimentation un peu poussée où tu vas vraiment chercher le détail, tu vois. Ouais, moi je me pousse pas sur un disque comme ça. Sur un 10, non, je vais pas prendre de bicarb, je vais prendre un petit truc de caféine le matin. Un petit déj normal et ça part. Hein. Après, ouais. On a déjà les chaussures, on a déjà les trucs. C'est pas pour. Je pense qu'il faut faire attention à pas aller dans la surconsommation de la performance, tu vois. Ouais. Parce que. Tu vas pas te raser les cheveux pour être aéro, quoi. Non, je vais pas faire ça. Je vais peut-être me mettre un élastique, tu vois, mais non, mais ouais, faut pas tomber dans l'excès, ouais. Dans l'excès, ouais. Toi qui as de l'expérience, tu peux me dire à quoi va ressembler là, tu vas faire ton déblocage là. Ouais. Et si tu as une séance test sur 10 bornes, c'était quoi? Ok. Et le déblocage, là, je vais aller me faire un petit 30-40 minutes. Ouais. Avec ou sans musique, je sais pas encore, je vais voir. Mais, ah ouais, c'est une autre question ça. Moi, c'est intéressant parce qu'il y a des fois où tu as besoin d'être avec toi-même, tu vois. Moi, j'adore la musique. Hein. Et il y a des fois où, en fait, tu as envie d'être rythmé par quelque chose. Là, je sens que je vais y aller sans musique, tu vois. Genre, j'y vais, je prends la température du terrain, je regarde. Donc, je vais faire ça. Petite ligne droite derrière sur l'allure de course. Moi, je pense ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais avant ta course le matin en mode dans ton échauffement. Tu sais, des fois, on sous-estime un peu, mais je pense qu'il faut faire monter le palpite en faisant, tu vois, pas juste des lignes droites, mais tu vois, des 45 secondes, des 1 minute. Ouais. Il faut pas en faire 10, hein. Ouais. Tu vois, je sais pas comment tu fais, mais... Ça, je le fais à 3 fois 1 minute au seuil. Par exemple, voilà, 3 fois 1 minute au seuil. Allure de course ou pas, hein, tu peux juste être à 80% de ton allure. Mais ça, et puis une séance test... moi, je dis toujours sur 10 bornes, du peu d'expérience que j'ai, faire des 1000, c'est pas suffisant pour te donner une idée du chrono que tu vas faire. Ouais, je suis d'accord. Parce que des 1000, à moins que tu prennes 30 secondes de récup, mais c'est poussé, t'as autant faire un 5 bornes, tu vois. Ouais. Un 5K, 5, 3, 2, par exemple 5 km et 3 fois 1 km derrière, tu vois. Ouais. Tu vois, histoire de faire le 5 pour vraiment voir un peu l'allure de course. Et après les 3 fois 1 km vraiment pour imiter un peu la fin de course ou le début de course, tu vois. Ou même un 4 fois 2000, c'est autre chose que 8 fois 1000, quoi. Exactement. Ouais. Plus tu montes en distance, et c'est pareil sur le 800, tu vois. Moi, il y a plein de fois où j'abordais le 800 en mode, j'ai fait des 200 en 25, j'étais relâché, tranquille, je vais faire mon 1,50. Et ben non, ça marche pas comme ça. Et même un 600 sur un 800, ça suffit pas. Parce qu'en fait, sur le 800, ta fatigue, elle commence vraiment à monter au 700. Donc en fait, tant que t'as pas fait la séance pour te préparer, tu vois, admettons sur un 800, tu vas faire un 600 et un 200, mais il faut que la récup elle soit super courte. Ouais. Tu fais un 600 allure 1,50 et puis tu fais un 200 avec une récup de 30 secondes ou 1 minute, tu vois. Et pourquoi t'es pas passé par l'étape 5 km où justement les demi-fondeurs sont forts? Ouais, bah après le truc c'est que en fait je fais déjà un peu du long à l'entraînement. Ouais. Donc tu vois, 5 km tu le fais un peu. Là j'ai pas fait de séance
spé 10 bornes, comme je t'ai dit. En fait, je te dis un truc que même moi, j'ai pas fait. C'est ma spécialité. Mais c'est juste qu'en fait, j'avais pas le temps et l'énergie de le faire dans mes dernières semaines. Parce que j'avais des courses. Et sauf que ça, c'est une séance qui te met minable, tu vois, quand même. Donc non, j'ai confiance parce que j'ai fait quand même un 10 bornes à Nice. J'ai fait un peu de cross, j'ai fait un 3000 en salle. Moi, je me fixe aussi sur ça, sur le 3000 en salle que j'ai fait à 2,45 du kill. Enfin, 2,47 plutôt. Et je me dis, voilà, c'est 3 au kill demain. Je devrais être relâché. Après, on sait pas ce qui va se passer. Hein. Ouais. C'est... Les projets vidéo, là, c'est quoi, t'en as en fin d'année? Bah, pour l'instant, c'est marrant, j'ai pas de projet vraiment spécifique. Je suis aligné sur en tout cas un gros trail à Oléron, là, avec Claude Dartois là, de Koh Lanta et Sissi Cusso. Donc j'aimerais bien pousser un petit projet film, un court métrage, un court documentaire. On est en train de voir avec l'Office de tourisme de Lille s'ils sont chauds. Et puis derrière, ça vient tout doucement, quoi. Et t'as jamais fait de vidéos autres que dans le sport? Non. Bah, j'ai déjà fait des trucs dans le milieu un peu plus social, culturel, tu vois, dans ma ville, mon département. J'ai fait des ateliers court-métrage pour des jeunes, tu vois. Ça m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de sortir de ce moule, tu vois, de ce truc de que athlétisme ou running, tu vois. Ouais. Même si c'est un peu, pas dire la facilité parce que c'est jamais facile, mais c'est un peu là où j'ai le plus de contacts et où j'ai le plus d'opportunités, tu vois. Ouais. Donc pour l'instant, j'exploite tout ça. Mais je garde toujours en tête ce truc de j'ai envie de faire autre chose, tu vois, le Monsieur Z, les vitraux, peut-être que ça va m'ouvrir à d'autres opportunités, tu vois. Donc c'est toujours, depuis que j'ai commencé, en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai toujours fait confiance à mon instinct, à ce que j'avais envie de faire. Et je me dis aujourd'hui, ça continue et mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller là où tu veux être, quoi. Et une question un peu peut-être un peu trop indiscrète, mais comment tu vis entre deux vidéos si t'as pas de projet? T'es intermittent du spectacle? Non, je suis pas intermittent. Non, après... En fait, après, c'est de la gestion au niveau des finances, tu vois. C'est ok, l'année dernière, tu as eu des beaux projets, ça t'a rentré un peu de budget. Tu jauges, tu dis, ok, là, je peux me permettre de m'amuser sur des 10 bornes, à faire des week-ends à droite à gauche. Parce que c'est quand même des week-ends où j'ai dû refuser certaines missions, tu vois. Ouais. Notamment là, sur le Semi de Paris. En fait, je vais courir le Semi de Paris. Et j'avais une demande de mission que j'ai dû refuser. Tu refuses un taf, quoi. Je refuse un taf, je le donne à quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment... c'est de la gestion. Après, je vais pas me plaindre, je vis plutôt bien, j'ai ce qu'il me faut, et je veux pas encore une fois tomber dans, tu vois, moi j'habite dans une région où les gens vont travailler au Luxembourg pour gagner de l'argent, mais sauf qu'en fait, ils font 2 heures de route par jour, ils font des 9-10 heures par jour, en fait ils sacrifient leur vie, tu vois. Ouais. Donc après, je vais pas juger, tu vois, chacun son truc, mais moi quand je vois ça, ça m'inspire pas forcément, tu vois, je me dis que je préfère vivre avec ce que j'ai, kiffer, voyager, rencontrer du monde, et puis le jour où je me rendrai compte que en fait je suis en manque d'argent, et ben là j'irai trouver un travail plus, je sais pas, plus cohérent, quoi. Et il y a des projets par principe que tu refuses, que t'aimes pas du tout dans le monde de l'athlète? Bah, ça peut arriver, après c'est encore une fois, moi tant que l'histoire, l'intention est là, moi ça me touche, tu vois. Ouais. Et à partir de là, moi je suis prêt à tout, je suis prêt à aller au bout du projet, comme je dis souvent à mes potes. Mais moi je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ton instinct, tu vois. C'est ok, lui j'ai envie de bosser avec lui, il me fait confiance, je lui fais confiance, on y va, tu vois. Lui il m'a mal parlé, eh ben c'est pas grave, c'est pas fait pour moi, et puis je passe à autre chose. Après il faut juste faire attention à pas tomber dans le... Encore une fois c'est toujours pareil, pas tomber dans l'excès, et dans le faire pour les mauvaises raisons, tu vois. Ouais. Il faut vraiment savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Toi tu fais des podcasts, tu as envie de raconter l'histoire des gens, tu vois. Moi j'ai envie de filmer ce qui se passe, tu vois, sans qu'on me dise de truquer la réalité, tu vois. Ouais. Et est-ce que dans ton métier, l'UTMB c'est devenu incontournable aujourd'hui? Bah, en fait, moi ça m'intéresse pas, dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je dis pas, il y a toujours des histoires que tu peux faire, mais mine de rien, c'est quand même de l'énergie que tu mets dans un projet. Donc forcément, si l'énergie de base c'est ah putain, j'ai déjà vu beaucoup de choses sur l'UTMB, ah bah j'ai peut-être pas forcément envie d'y aller, tu vois. J'y ai déjà été, c'est cool. Moi je pense que l'UTMB, j'irai en mode coureur, tu vois. Genre j'irai peut-être faire une OCC, un UTMB, qui sait, tu vois, mais pas en mode contenu, tu vois. Et plus j'avance et plus j'élimine ce genre de choses. Je sais que courir, aujourd'hui à Cannes, je suis content de courir et de pas filmer. Mais et puis peut-être que dans 2-3 mois, j'aurai une autre idée et j'aurai peut-être envie de refilmer des choses qui se passent sur la course, quoi. Ouais. Je vais terminer à partir de toi, toujours par la même question. Ça m'est venu. Une question hyper importante en athlète, qui est très subjective. Quelle est, selon toi, la distance la plus dure en athlète? Ou la discipline même? Ça peut être annoncé si tu veux. Bah, la discipline la plus dure en athlète, moi je dirais quand même
le 800-1500 c'est quand même assez dur. Le 400 est. Après, si je dois en choisir une, bon, là je te fais un peu le tour de toutes les distances, mais moi je pense qu'une en tout cas qui m'intéresserait et que je trouve super dur, c'est le 3000 steeple. J'aimerais bien faire un 3000 steeple soit cette année, soit l'année prochaine pour essayer de voir un peu, mais j'ai beaucoup entendu de choses sur le 3000 steeple. Tu vois, Ah ouais. moi ça m'attire beaucoup, mais je sais que c'est très dur. Et donc pour toi, quelle est la discipline la plus dure? La discipline la plus dure pour moi, je dirais quand même le 1500 mètres finalement, parce que autant sur le 1500, tu vois, un Zedine, il est capable de faire 1,43 au 800, donc ça le place quand même dans les 5 meilleurs français de tous les temps aujourd'hui, et en même temps il doit être capable de faire 27,40 au 10 bornes. Donc c'est à dire que le mec il doit maintenir toute l'année une forme allant du 800 au 1500, au 10 km. Oui. C'est la particularité du 1500, c'est qu'il faut être fort en endurance. Exactement, alors que le 800 finalement, tu te retrouves à un coureur de 400, 600, profil 1000 mètres, tu vois, et il va pouvoir faire une 41 ou 800, tu vois. Prenons, il y a des athlètes qui vont peut-être pas être capables de te faire des performances sur 10 km. Ouais. Donc je pense que le 1500 c'est la discipline la plus dure, parce qu'il faut maintenir une forme sur tous les aspects, que ce soit du sprint au fond. Après, dans l'exécution, je pense que le 800 c'est la plus dure, tu vois. Ouais, tu penses? Ouais, je pense qu'il y a l'exécution, c'est le 800, et dans la préparation, c'est le 1500, tu vois, je dirais. Et est-ce que, tu vois, moi, si demain tu me fais faire une spé 1500, je vais l'appréhender, je vais pas avoir envie de la faire. Toi qui viens de là, est-ce que c'est pareil? T'aimes pas les spé 1500, ça te fait mal, tu sais que tu vas souffrir? Ouais. Ou t'aimes bien cette souffrance au contraire? Non, c'est une souffrance que, en fait, le matin d'une spé, t'es jamais bien. Ouais. C'est comme, je pense, même sur marathon. Tu vois, je te parle du 800-1500, mais j'ai jamais fait de marathon, donc je sais pas. Mais je pense que l'effort du seuil, en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est parce que je me retrouve en tant que pistard à être attiré par le long, parce que la souffrance est différente. Ouais. Tu maîtrises plus, t'es plus dans la gestion, et t'as quand même le temps de réfléchir à des choses, à ta vie, à tout ce qui se passe, que le 800-1500. En fait, ça passe tellement vite que c'est machinal. T'es un robot, t'y vas et t'exécutes, quoi. Après, sur les courses de fond, tu souffres pas jusqu'au moment où ça pète. Quand ça pète, c'est ça. Et quand ça pète, c'est ça. En fait, c'est toujours. Je pense qu'il y a plusieurs types de souffrance, tu vois. Et après, c'est assez spécifique, quoi. Et toi, c'est quoi la plus dure, tu penses? Ah, moi, je viens pas du tout du demi-fond. Moi, c'est le 1500. Je préfère faire une spé marathon, mais j'avance pas. Mais... Une spé 1500, c'est dur. Hein. Ah ouais, moi, j'aime pas cette souffrance. Et puis une vraie spé 1500, c'est pas 1500 mètres de travail, c'est 4 km de travail, quoi. Ouais. À l'allure du 1500, donc c'est quand même solide, quoi. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est gentil, ouais. Et cool. On se voit demain, de toute façon. On se voit demain, ouais. Ok. Ouais. Allez, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.